Allons-y donc alors. Donc, petit tour de table, là, sujet des questions générales, là, allez-y, je suis prêt. Hem, je vais y aller. Hem, Première question, c'est quoi la différence? Ah oui, quand on recadre, là, comme là, je vois sur votre écran, là, vous avez, tu sais, le petit carré autour de votre plan, là. Oui. C'est quoi la différence entre les pointillés puis la ligne continue? En fait, le trait plein, c'est vraiment ce qui va être recadré. Le pointillé, ni plus ni moins qu'une zone imprimable, mais c'est le recadrage, c'est la ligne pleine qui prime. OK. Ensuite, dans votre vidéo, je pense que ça vient la vieille version de Revit. Fait que pour les affaires de vue cascade puis mosaïque, c'est où dans la version 2019? Ben, c'est 2019 que j'ai. Donc, si tu cliques dans Vue, tu as les cascades mosaïques ici. Ouais, ou c'était une autre affaire? Mais je sais pas, il y avait de quoi que dans votre vidéo vous montriez, puis c'était pas la même. Oui, tu as C'était pas raison parce pareil. que la première capsule, effectivement, était faite avec la version 2017. Donc, effectivement, celle qui est enregistrée, c'est la capsule de l'année dernière. Donc, c'est possible, oui, tu as raison, il y a des petites différences au niveau de l'interface. Donc, dans 2019, les vues en cascade, donc dans l'onglet en haut, donc l'onglet Vues, puis tu vas avoir les mosaïques ici sur le côté. OK. Ensuite, mais là, ça, c'est peut-être plus avancé, là. Mais, tu sais, là, un peu comme la fonction polyédit, là, euh, comment qu'on. Parce que dans le fond, tu sais, quand je faisais mes murs, c'était comme un mur à la fois. Mhm. Est-ce qu'il y a moyen de les mettre ensemble ou. En fait, c'est comme en deux questions, cette question-là. Est-ce qu'il y a moyen de les mettre ensemble et mettons que je mets un mur, puis là, je voulais changer l'épaisseur, tu sais, mettons, c'est les murs extérieurs. Oui. Y a-t-il moyen de comme faire, c'est un peu comme dans Word, là, Ah non, ben, il a dans AutoCAD, là, euh, copier les propriétés. OK. En fait, il n'y a pas de copier les propriétés dans Revit. Par contre, quand tu crées un mur, les murs vont être, si tu veux, chaînés, c'est-à-dire ils vont être liés les uns aux autres. Donc, on voit ici que la petite case chaînée, là, ça veut dire que quand tu traces ton mur, ben, ils vont se souder ensemble. Ça ne veut pas OK. dire que tu ne peux pas éditer chacune des portions des murs. Ce que ça veut dire, c'est que quand tu veux modifier, mettons mon mur de périphérie, je n'ai pas mis la bonne épaisseur, ben, je peux sélectionner l'ensemble du dessin. Puis dans mes propriétés ici, là, comme j'ai plusieurs catégories, il va me dire qu'il y a 48 éléments différents. Donc, je clique ici, puis je vais dire, OK, je veux sélectionner les murs. Puis là, à ce moment-là, je vais pouvoir aller changer la composition de tous mes murs en même temps. Donc, tous mes murs dans mon dessin maintenant vont prendre, bon, il y a des contraintes, là, mais on voit que toutes les épaisseurs ont changé. Mais là, il y a les murs intérieurs et Oui, extérieurs. effectivement. Donc, si à ce moment-là, je veux changer qu'une partie, ben, à moi de sélectionner le premier. Là, je peux faire contrôle, sélectionner que les murs extérieurs. Puis là, aller changer la composition. OK, Ça parfait. marche? Ouais. Autre question générale? Pas général, non. À part générale de Albert, finalement? Moi, j'en avais une. Oui, vas-y. J'ai commencé à monter mes murs, mais là, ils sont comme pas assez larges. OK. Puis, tu sais, je me rappelais, il fallait comme qu'on duplique le calque ou quelque chose comme ça, là. En fait, par exemple, ce mur-ci, si je n'ai pas la bonne épaisseur, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir dans ma liste s'il y en a un qui me convient. Si ça ne me convient pas, on va voir tantôt aussi. Donc, on avait utilisé le mur extérieur, par exemple, puis il fait 14 pouces. Bien, je le sélectionne, puis je vais faire modifier type, puis je vais le dupliquer. Ouais, c'est ça. OK. Puis là, je vais dire, OK, moi, je vais l'appeler 12 pouces, celui-là. Donc, ça vient de créer un nouveau type de mur, mais je vais aller changer son épaisseur en cliquant sur modifier la structure. Donc, en cliquant ici, je vais pouvoir aller changer l'épaisseur de mon mur. Évidemment, je ne veux pas changer la composition de la brique, etc. Donc, c'est la partie centrale, donc l'ossature ici, que je peux aller changer son épaisseur pour dire, OK,
Ce n'est pas 6 pouces et un 8, mais je vais mettre 2 pouces de moins, soit 4 pouces et un 8. Donc, de cette façon-là, mon mur, je l'ai ajusté. Quand je fais OK, mon mur va s'ajuster automatiquement. OK. Merci. Bienvenue. Autre question à propos, en fait, des différentes commandes qu'on a faites la semaine dernière? Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Oui? OK. Donc, si on poursuit avec ce qu'on a aujourd'hui, en fait, j'ai refait un petit document. Donc, si vous allez dans Léa, vous allez voir, j'ai mis un document pour cours 9, donc les notes de cours, début d'un projet, puis les données du projet 1 que vous avez ici. Donc, moi, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais faire une démo à partir d'un dessin complètement à part, qui est juste pour donner des exemples, puis vous devez les appliquer dans votre projet à vous, donc le projet 1. Ceci étant dit, je vais retourner dans Revit. Puis, si je prends le document débuter un projet, bon, là-dedans, je refais les petites séquences il y a certains éléments qu'on a déjà fait, mais c'est juste pour bien les faire à nouveau. Donc, plus on le répète, plus ça va être acquis. Donc, quand on débute un projet, évidemment, on part d'un gabarit. Si le projet est déjà amorcé, là, on va l'ouvrir. Donc, je donne ici un petit truc pour vous aider. Si vous copiez le gabarit, pour l'instant, c'est la version de hiver 2017, donc qui a été composée en 2017. C'est ce gabarit-là qu'on va utiliser pour faire nos projets cette session-ci. Donc, ce document-là, si vous le copiez dans votre répertoire à vous, moi, je me suis fait un répertoire dans Archives que j'ai appelé Gabarit, dans lequel j'ai déposé tous mes documents. Donc, si je reviens ici, dans Archives, je devrais avoir un document Gabarit, c'est celui, oui, ici, dans lequel j'ai déposé mon gabarit 2017. Donc, moi, ce que je veux faire, c'est que mon logiciel aille chercher directement mon gabarit au bon endroit. Donc, quand je viens dans Revit ici, quand je clique dans l'onglet Fichier, je vais aller chercher les options et je vais lui dire Emplacement des fichiers. Donc, quand je clique là-dessus, je peux aller lui dire va chercher le gabarit 2017 dans le répertoire que je veux. Donc, très rapide, je clique sur plus, puis je viens lui dire où mon document est. Donc, sur mon disque dur, je vais lui dire mon répertoire et je choisis le gabarit que je veux. Ces liens-là, vous pouvez en ajouter jusqu'à 5 dans votre liste. Donc, on peut lui dire, va chercher tel gabarit, etc. Donc, ça fait comme dans AutoCAD, quand on se crée un profil, on peut aller lui dire où aller chercher les gabarits. De cette façon-là, quand je vais faire nouveau, automatiquement, dans ma liste ici, je vais avoir les gabarits que j'ai sélectionnés avec mon petit plus vert de tantôt. Donc, ça me permet rapidement d'aller chercher le gabarit, donc sauver des étapes. Quand je fais OK, il va créer un nouveau projet avec ça. OK? Donc, de cette manière-là, je ne pars pas de rien, je pars toujours du gabarit 2017. Suite de ça, donc ça, c'est une petite astuce pour vous aider. Petit truc important, en fait, quand on débute un projet, c'est quand on a les données, donc le nom du client, on a l'adresse, etc., on peut entrer certaines valeurs. Un petit peu le même principe que dans SketchUp Layout, on peut aller entrer des données d'identification, donc ne serait-ce que l'auteur du projet. De cette façon-là, ces libellés-là vont pouvoir s'inscrire automatiquement quand on va faire notre mise en page. Donc, ça va être lié avec notre cartouche, puis on verra éventuellement. Donc, ça va entrer tout de suite les valeurs dans notre cartouche à l'aide du tableau des informations sur notre projet. Donc, petit truc, le fun à faire, c'est quand je viens dans Gérer les informations sur mon projet, donc l'onglet Gérer, je clique sur Informations sur mon projet, je peux entrer tout de suite certaines valeurs et ces valeurs-là seront réutilisées quand je ferai mes mises en page. Donc, je peux entrer le nom de mon client, l'adresse, etc. Toutes ces informations-là seront réutilisées dans nos mises en page. Est-ce que ça va pour ça? Oui. Excellent. Donc, ça fait partie du PowerPoint. On avait vu qu'on pouvait ajuster les niveaux, donc à partir de n'importe quelle élévation,
on peut aller ajuster les hauteurs de niveau de sorte que nos murs s'accrochent et donnent tout de suite la hauteur préétablie à notre projet. Donc, moi, ce que je fais, je rentre tout de suite dans mon projet, je viens chercher n'importe quelle élévation, est, nord, peu importe, et je vais aller changer le niveau de mon étage pour pouvoir m'accrocher dessus. Ça veut dire que tous les murs qui vont être dalle à dalle vont s'accrocher à ce niveau-là et en un clic, je vais pouvoir changer les hauteurs si j'ai fait une erreur. Évidemment, si j'ai des murs qui ne sont pas dalle à dalle, mais je pourrais ne pas mettre cette contrainte-là et les ajuster à la hauteur que je veux. Donc ça, petit truc important à faire. En passant, les différentes élévations extérieures, donc si je viens à mon plan d'aménagement, voyez, en l'entour de mon cadre de sélection, vous avez les bulles d'élévation qui sont préétablies. En fait, pour Revit, évidemment, c'est comme une boussole, en fait. Le haut, c'est le nord, sud, est, ouest. Donc, vous avez l'élévation nord, sud, est et ouest. Donc, c'est vraiment, en partant du haut, c'est votre nord, le sud, à droite, l'est, et à gauche, vous avez l'ouest. OK? Donc, comme j'ai dit tantôt, que je clique sur une élévation particulière, je peux aller changer le niveau de mon étage, et ce, peu importe l'élévation que vous allez changer, le niveau, c'est le même dans chacune, donc il va s'établir automatiquement dans chacune des élévations. Dans le fond, comment on sait que le niveau il est comme à 110 pieds ou 112? En fait, c'est quand tu fais un relevé de ton espace, mais tu vas aller prendre la mesure dalle à dalle, puis tu vas pouvoir établir la hauteur de ton niveau de l'étage à ce moment-là. Donc, c'est en fonction du relevé. C'est les données de base du projet qui nous indiquent c'est quoi la hauteur qu'on a entre chaque niveau. Donc, c'est à nous, si on avait à faire un relevé, on irait prendre vraiment la hauteur du rez-de-chaussée versus l'étage, puis c'est comme ça qu'on viendrait établir notre hauteur. OK, merci. Ça marche? Est-ce que vous pouvez une petite affaire moins vite, s'il vous plaît? Oui, absolument. Donc, évidemment, j'ai répété les différents onglets, donc juste un petit rappel là, rapide. Donc, dans le bas, vous avez évidemment votre échelle, le niveau de détail, donc élevé, faible, nous permet d'ajuster les compositions de murs pour les voir selon l'échelle, le style visuel et les différents petits onglets qu'on va utiliser. On a vu qu'on pouvait lier un fichier AutoCAD, donc la différence entre lier et importer ou insérer. En fait, lier, c'est l'équivalent d'un XREF, puis importer, ou insérer, c'est vraiment le fichier CAD fait partie du projet. Donc, l'un ou l'autre, pour nos besoins présentement, ça revient au même. Moi, je préfère l'insérer. Pourquoi? Parce que ce fichier CAD-là, éventuellement, je vais l'enlever de toute façon. Donc, je vais pouvoir, là, j'ai mis ici des petits exemples. En fait, c'est que dès que j'insère mon fichier CAD, il est verrouillé à l'endroit où je l'ai inséré. Donc, quand on clique dessus, il y a une petite punaise qui apparaît. Si je clique sur la punaise, je peux la désactiver pour supprimer mon plan CAD en un clic. Versus un fichier que je vais lier, ben, le fichier est lié. Si je l'efface, le lien reste. Donc, il faut que j'aille dans le tableau pour détacher mon XREF comme dans AutoCAD. Donc, pour l'instant, pour nos besoins, moi, je préfère l'insérer de cette façon-là. Il fait partie de mon projet. Si jamais j'ai déplacé mon dessin ou mon projet Revit dans un autre répertoire, ben, il n'y a pas de lien avec le fichier. Donc, l'image va toujours apparaître puisqu'elle fait partie du projet. Le seul inconvénient d'insérer un fichier CAO, c'est que ça alourdit votre dessin, mais comme nos dessins cadres pour l'instant sont très légers, ça n'a aucune incidence sur votre travail pour l'instant. On a vu qu'on pouvait changer les couleurs. Donc, ça, c'est un petit rappel de ce qu'on a fait au premier cours. Ajouter des cloisons. Donc, j'ai rajouté ça dans la petite. Donc, toujours, on sélectionne notre cloison, dupliquer, et on va aller changer, modifier la structure pour changer les épaisseurs au besoin. Donc, ça, juste pour que vous les ayez en note.
Différence entre une cloison, vous allez voir dans les différents types de murs, vous avez des compositions déjà établies, donc des murs à cloison ossature métallique, etc. Puis vous avez un assemblage mur générique. Je fais un exemple, vous dessinez un relevé, le mur extérieur, vous ne savez pas la composition, donc on n'ira pas faire un trou dans le mur pour savoir qu'est-ce qu'il y a d'inclus dans nos murs existants. Donc, si on ne connaît pas la composition, moi, j'ai tendance à utiliser les cloisons génériques. Cloison générique, c'est ni plus ni moins qu'une épaisseur de mur, mais la composition n'est pas établie, donc le mur va être rempli en grisé, tout simplement. Puis c'est correct quand on fait nos relevés des murs existants, puisqu'on n'a pas à spécifier la composition comme telle. Donc, le mur générique, si vous regardez, j'ai cliqué, donc j'ai ouvert la structure pour vous montrer. On a une ligne de chaque côté, puis on a une portion, si vous voulez, ossature qui a une épaisseur et on peut l'ajuster au besoin. Donc, si j'ai un mur extérieur de 12 pouces, tout ce que j'ai à faire, je le duplique, je mets mur extérieur 12 pouces, puis je viens ici inscrire ma valeur d'épaisseur de mur. Donc, les murs génériques, comme ils n'ont pas de composition, c'est correct pour nos murs existants, mais si on rajoute des murs, on doit établir la composition. OK? Est-ce que ça va? Oui. Petit truc aussi, donc on verra qu'on peut faire des murs courbes, des murs, donc avec les formes. À venir jusqu'à maintenant, on a dessiné des murs avec des lignes droites, mais si on utilise l'arc, le mur va être dessiné en courbe automatiquement. Si on utilise des formes, un rectangle, il va faire le mur tout autour. Donc, on peut utiliser les formes pour dessiner nos différents murs. Donc, ça, c'est le petit truc. Ajouter une fenêtre, donc même principe que pour des murs, on ajoute les fenêtres, on va identifier la hauteur de l'appui, donc la hauteur par rapport au sol. Puis si on a à faire des modifications au niveau de la fenêtre, soit la largeur, la hauteur, on la duplique évidemment et on vient changer la hauteur, la largeur dans notre tableau. Positionnement des fenêtres, je vais vous donner des petits trucs pour le faire. Donc, on va pouvoir utiliser dans Revit, contrairement à AutoCAD où on va dessiner un trou pour mettre une porte dedans, comme elle s'imbrique automatiquement, on travaille différemment. C'est-à-dire qu'on va venir positionner nos fenêtres et on va pouvoir les éditer ou les positionner à notre guise par la suite. Donc, une autre méthode de travail, contrairement à AutoCAD, dans ce cas-ci, on va faire un petit exemple tantôt. Je vais insérer mes fenêtres puis je vais vous montrer comment les centrer rapidement en 2 clics sans avoir à faire de calcul comme tel. Puis ça va être la même chose pour les portes. Donc, on va faire un petit exemple avec ça. Je vais revenir à mon plan de l'existant. Je vais enlever ce mur-là pour l'instant. Puis, je vais venir me faire un nouveau mur. Puis, je vais faire l'exemple où j'ai un mur existant de 12 pouces. Donc, je vais aller chercher ici générique. Je vais le modifier. Je vais le dupliquer. Puis, je vais aller lui dire, OK, ça va être pour faire mes murs extérieurs 12 pouces. Je vais aller changer sa structure, puis je vais aller mettre la valeur que je veux ici pour l'épaisseur de mon mur. Et OK. Donc, j'ai maintenant mur de base, mur extérieur 12 pouces. Et je vais pouvoir aller spécifier comment je vais dessiner mes. Évidemment, quand vous faites un relevé, si vous êtes à l'intérieur de la pièce, bien, ça va être les dimensions intérieures. Donc, le nu fini intérieur, c'est la ligne intérieure du mur qu'on dessine. Le décalage de 12 pouces va se faire vers l'extérieur. Et si jamais vous faites un relevé de l'extérieur, ben, vous prenez tout simplement le nu fini extérieur. OK? L'emplacement inférieur, en fait, la contrainte inférieure, bon, moi, je travaille au rez-de-chaussée, donc je suis dans mon plan de l'existant. Je fais rez-de-chaussée. Mon mur commence au sol, donc à 0. Et si c'est des murs dalle à dalle, ben, je vais lui dire, va jusqu'à l'étage. Il va me spécifier un décalage supérieur, c'est-à-dire que par défaut, il va dire mon mur dépasse de mon étage et si je ne veux pas qu'il dépasse, je mets le décalage à 0 aussi. Donc, ça va faire un mur de 10 pieds dans ce cas-ci, puisque mon étage 1 est à 10 pieds. Si ce n'est pas le cas, je peux aller changer mon élévation. Donc, si je dessine mon mur à l'origine, donc je pars mon mur ici,
Je vais faire la distance que j'ai de besoin. Dans le cas présent, là, je fais juste un mur de 20 pieds. Je vais faire ici. Donc, je fais une boîte finalement. Si vous remarquez, mes murs sont chaînés, ça veut dire qu'il fait le raccord automatiquement. Donc, c'est ce que ça veut dire. Donc, je vais dessiner. Je vais m'aligner ici. Et je vais fermer tout simplement le fond. Donc, de façon rapide, j'ai fait ma boîte de périmètre avec les dimensions que j'avais besoin. Et je vais pouvoir rajouter à ça des fenêtres, etc. Donc, deuxième étape, je vais rajouter des fenêtres ici. Je vais utiliser la fenêtre de base. Si on a besoin de changer les dimensions, on duplique et on change. Donc, par exemple, je veux une fenêtre de 5 pieds par 5 pieds, je la duplique. Je vais mettre la hauteur ici à 5 pieds. Je pourrais renommer carrément le nom aussi. Donc, c'est à moi de décider comment je veux l'appeler. Et je vais aller changer la hauteur ici à 5 pieds. Je viens positionner ma première fenêtre. Et en passant, plusieurs qui me posaient la question, les objets d'accrochage fonctionnent comment dans Revit? Bien, en fait, si je viens voir encore dans mon onglet Gérer, tantôt on avait les informations sur le projet. Juste au-dessus, vous avez les objets d'accrochage. Et par défaut, ils sont tous sélectionnés. Donc, contrairement à AutoCAD où je ne veux pas tout mettre les objets d'accrochage parce qu'il s'accroche à tout, bien, ici, un petit peu plus efficace, il s'accroche aux composantes. Donc, il va aller chercher les différents points relatifs aux composantes. Donc, si c'est un mur, il va vraiment aller s'accrocher soit au centre du mur, à l'intersection, etc. Si vous remarquez, entre parenthèses, c'est écrit l'abréviation pour milieu. Donc, si je fais SM ici, donc je viens positionner ma fenêtre de tantôt et je tape SM au clavier. Quand je vais venir vis-à-vis, automatiquement, je n'ai pas le choix. Ma fenêtre va s'accrocher vraiment au milieu du mur. Puis là, vous regardez, là, la cote, c'est marqué 16 pieds 6, 16 pieds 6. Je ne peux même pas déplacer. Elle va se placer puisque je vais marquer au clavier l'abréviation SM. Donc, il va se placer automatiquement au centre. Je vais en placer une autre. La fenêtre de 5 pieds. Donc, je peux jouer avec ma souris pour essayer de voir pour qu'elle soit le plus centrée possible, mais je ne vais pas me casser la tête, je vais juste les positionner aléatoirement. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les cotations pour pouvoir centrer mes objets. Et c'est ça qu'on va utiliser le plus souvent possible, ne serait-ce que pour centrer, ça va être centrer des murs, centrer des fenêtres. On va pouvoir calculer des espaces égaux pour faire un carrelage de murs rideaux tantôt. On va se servir de ces objets-là, de cette option-là pour pouvoir centrer. Donc, l'idée, là, c'est que si je veux vraiment centrer, je vais utiliser cotation. Et si vous remarquez, quand je clique sur cotation, par défaut, il utilise cotation alignée, contrairement à AutoCAD où on va utiliser linéaire. Pourquoi? Parce que dans AutoCAD, quand on cote, c'est vraiment des lignes, des vecteurs qu'on vient sélectionner, tandis qu'ici, c'est des composantes. Donc, on veut qu'ils s'alignent avec l'axe du mur, avec la finition extérieure, avec la finition intérieure. Donc, c'est vraiment cote alignée qui va être le plus efficace dans Revit. Et c'est pour ça que l'onglet ici, c'est vraiment par défaut une cote alignée qu'on va utiliser. Donc, je vous fais un exemple. Je vais venir vis-à-vis mon mur ici. Je peux m'accrocher au centre, vous voyez, je peux m'accrocher à la ligne de base extérieure de mon mur. Et là, je vais venir vis-à-vis ma fenêtre. Et si vous remarquez, je n'ai rien cliqué, puis il va vraiment cliquer l'axe de la fenêtre. Donc, le milieu de la fenêtre automatiquement. Je vais me positionner ici, à l'axe ici, puis je viens placer ma ligne de cote. Si vous remarquez, il va me dire ici que ma cotation ou ma fenêtre n'est pas tout à fait centrée. Si je clique ici, ça devient égal. Donc, j'ai une contrainte maintenant qui spécifie à ma fenêtre qu'elle est centrée dans mon mur. Donc, ma fenêtre, je suis certain qu'elle est centrée. J'aimerais ça centrer celle-là entre cette fenêtre-là et le côté de mon mur. Je vais faire la même chose. Je vais chercher ma cotation. Je prends l'axe de ma fenêtre et je vais venir ici, non pas prendre le centre de ma fenêtre, mais plutôt le côté de ma fenêtre. Donc là, on voit que ma cote ici, 80 pouces, 82 pouces, ce n'est pas égal.
je vais cliquer pour les réactiver et il va venir centrer automatiquement ma fenêtre. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc, l'onglet cotation, je prends le côté de mon mur, l'axe de ma fenêtre et je viens cliquer le côté de ma fenêtre ici. Et en passant, par défaut, quand je vais venir positionner mes cotes, il va me donner des points repères et quand je viens vis-à-vis, ça me permet d'aligner mes lignes de cote entre elles. Encore une fois, ce n'est pas égal. Je clique sur égal et il vient positionner ma fenêtre automatiquement parfaitement centrée. Donc, petit truc hyper pratique qu'on va se servir beaucoup là, dans Revit. On va se servir de ces contraintes-là pour positionner nos éléments. Et en passant, c'est des contraintes. Ça veut dire que si je déplaçais cette fenêtre-là, il va me donner un message d'erreur disant « Ah, ben là, la contrainte n'est plus respectée. » Donc, ces cotes-là qui sont inscrits là peuvent être effacées à la limite. Ça va supprimer les contraintes. Ça me permet de déplacer mes fenêtres par la suite. Ou, si je ne veux plus voir ces contraintes-là, je peux masquer mes contraintes et ils ne sont plus visibles. Donc, je ne les ai pas effacés, je les ai juste masqués. Donc, ça veut dire que si je veux imprimer un plan, puis ces cotes-là, je ne veux pas les voir, je peux les masquer, mais je peux toujours les conserver. Donc, Monsieur? Oui. Oui, mais là, dans le fond, quand on met des cotes, Oui. ça crée des contraintes? C'est ça, je comprends moins. Parce que la façon dont vous l'avez montré, c'est que c'était pour mettre des contraintes. Oui. Si je mets une cote sur mon mur, simplement juste pour donner l'indication. Oui. Là, c'est parce que je ne suis pas dans mon... Oui, OK. Donc, si je mets une cote et ma souris ne veut plus suivre, c'est super. Je l'ai masqué, en fait. Donc ici, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai masqué la catégorie, donc les cotes ne s'affichaient pas. Donc, je vais revenir, je vais me faire une cote. Donc, ça, c'est une indication. Si je ne mets pas le petit cadenas ou je ne mets pas le signe égal, ben ce n'est pas une contrainte, c'est une cote, tout simplement. Ah, OK. Versus le fait, tantôt, quand j'ai cliqué sur l'onglet ici, ça devient une contrainte. Ça vient lui dire, non, non, je veux que ça soit égal. Donc, cette cote-là devient une contrainte. Donc, c'est moi qui choisis si c'est juste une annotation ou une contrainte. D'accord? OK. Avec le cadenas. Avec le cadenas ou avec le signe égal quand j'ai plusieurs cotes qui se suivent. OK. OK? La cotation, il y en a plusieurs qui me posent la question, hey, ça cote-tu toujours en pouces? Ben, un petit peu comme dans AutoCAD, on a des styles de cotation. Là, je ne lui ai pas mentionné, mais évidemment, je peux sélectionner ma cote puis lui dire, ah, ce n'est pas en pouces que je veux, mais en pieds-pouces. Et là, il va changer ma valeur. Donc, l'idée, c'est que si jamais vous faites une cote, la première cote que vous faites, si ce n'est pas le bon style qui est activé, un petit peu comme dans Layout, je vais venir sélectionner tout de suite le style que je veux. Comme ça, les prochaines vont toujours être comme ça maintenant. Donc, c'est à moi de décider comment je veux coter et il va coter en pied maintenant. Parfait. Ça va pour ça? Oui. Évidemment, s'il y a des éléments, comme là, ces annotations-là, j'aimerais ça les mettre dans mon plan, mais les contraintes, je ne veux pas les avoir. Mais à ce moment-là, quand vous masquez les éléments, on ne masque pas la catégorie, mais on masque plutôt l'élément. Comme ça, ça me permet de masquer juste les contraintes et non pas l'ensemble des cotes. Donc, la différence entre élément et catégorie, bien, ça, c'est toutes les cotes. Ça, c'est l'élément que je sélectionne. Un petit peu comme dans SketchUp, finalement. D'accord? Oui. Donc, autre petit truc là-dedans qui va être hyper pratique, c'est quand on va, si exemple, j'ai un mur puis je le recopie, ben, je vais faire un exemple. Je vais modifier, dans l'onglet Modifier, vous avez l'onglet Décalage comme dans AutoCAD. L'avantage de décalage, c'est quand je vais sélectionner un mur. Par exemple, j'aimerais ça me faire un corridor de 5 pieds. Donc, je vais faire un décalage de 5 pieds et je vais sélectionner mon mur. Quand je vais là, il m'indique si je clique vers l'intérieur, donc le décalage vers l'intérieur. Si je clique vers l'extérieur, le décalage se fait vers l'extérieur. Donc, ça veut dire que rapidement, il n'a pas juste copié le mur, mais il a
copier toutes ces composantes au complet. Donc, ça me permet rapidement de faire mes corridors ou copier un élément qui est identique à la distance que je veux. Donc, ça va être hyper pratique pour faire évidemment des éléments identiques, puis je les copie, donc je les décale, si on veut, à la distance que je veux. Sympathique, non? Donc, Oui. le même principe pour les portes. Donc, si je viens me placer une porte là-dedans, je vais venir placer mes portes. Je choisis la porte que j'ai besoin. Si la dimension ne me convient pas, je la duplique et je viens changer sa largeur. Donc, par exemple, si je me mets une porte ici, bon, visuellement, je vais venir la positionner à un endroit. Plusieurs me disent, ouais, mais là, tu ne l'as pas placé à la bonne place. Faites-vous-en pas. C'est en fait la méthode qu'on va utiliser. Donc, si je fais échapper, je vais prendre l'onglet Modifier, je sélectionne ma porte, je peux changer son sens d'ouverture, je peux lui dire, OK, elle ouvre vers l'extérieur. Et à l'aide des cotes qui sont là, c'est là que je vais pouvoir positionner ma porte. Par exemple, je veux qu'elle soit à 6 pouces du mur. Ce que je vais faire avec le petit curseur ici, déplacer la ligne d'attache. Si je clique dessus, il va se placer à l'intérieur, c'est ça que je veux. Je ne veux pas placer le centre de la porte, moi je veux placer le départ de la porte. Donc, je vais recliquer ici, il va se placer automatiquement au bon endroit. Donc, ici, je pourrais dire, ah, finalement, moi je la veux à 6 pouces, par exemple. Il va positionner ma porte exactement à l'endroit que je veux. Même principe que tantôt, si je faisais un décalage, mais que ce soit une porte ou une fenêtre, ben, si je fais un décalage, il va répéter aussi la porte exactement au même endroit. Donc, je peux répéter à l'infini ces éléments-là avec mon outil décalage. Je vous ai parlé tantôt que je peux positionner des murs aussi à l'aide de mon onglet de cotation ici. Donc, même principe, si je viens placer un mur, je vais prendre un mur intérieur dans ce cas-ci. Évidemment, si c'est des murs existants, je continue dans le plan de l'existant. Si c'est des nouveaux murs, bien, je me placerai dans le plan d'aménagement. Donc, allons-y donc dans le plan d'aménagement. Donc, nouveau mur. Je vais faire un mur intérieur de 6 pouces. Là, je viens me positionner, par exemple, ici. Donc, je viens positionner mes murs. Je vais en placer un autre. J'aurais pu utiliser mon onglet décalé aussi. Donc, je viens positionner mes murs. Ça vient positionner mes murs de façon aléatoire. Même principe que tantôt. Si je mettais des cotes, ben, je pourrais dire, OK, à l'intérieur ici, jusqu'au centre du mur ici, par exemple. Donc, je vais me rapprocher un petit peu. Je vais faire le centre ici. Et là, je dis, ah, moi, je veux des espaces égaux. Donc, toutes mes pièces, je veux les avoir égales. Donc, si je clique ici sur égal, il va venir positionner tous mes murs de façon parfaitement égale. Donc, avec cette astuce-là, ça va être hyper rapide de venir faire nos planifications. Je peux vraiment placer mes murs de façon précise et de façon égale. Oui, non, peut-être? Oui. Ouais. Je vais aller chercher mon autre dessin. J'en ai fait un, j'en avais préparé un. Moi, ce que je veux faire, c'est en fait définir. J'ai positionné mes portes, j'ai positionné mes fenêtres. J'aimerais ça aller faire des revêtements de sol. J'aimerais ça aussi aller faire un plan de plafond dans ce projet-là. Bien, c'est là qu'on est rendu. Donc, on peut aller dessiner ça. Est-ce qu'on avait fait les murs rideaux dans votre groupe? Les murs, je pense pas, non? Murs rideaux, on n'avait pas fait. OK, je vais commencer Ça par me dit ça. rien. OK. Donc, je vais aller me tracer un nouveau mur. Je vais fermer cet espace-là. Moi, ce que j'aimerais, c'est faire un mur, une paroi vitrée dans cet espace-là. Donc, je vais aller chercher dans l'architecture. Donc, dans l'architecture, vous avez toutes les composantes, fenêtres, portes, murs, etc. Murs rideaux. Donc, on va aller chercher ici, donc les murs. Puis, dans les propriétés, je vais aller sélectionner celui qui est complètement en bas.
Il s'appelle mur rideau. Un mur rideau, là, c'est une paroi de verre que je peux mettre des meneaux dessus, puis je peux mettre des portes à l'intérieur de ça. Donc, mur rideau. Encore une fois, c'est le même principe qu'un mur standard. Ça veut dire que je peux lui donner des contraintes, puis lui dire, OK, ça commence au sol, mais je ne veux pas une paroi vitrée jusqu'au plafond. Moi, j'aimerais ça lui donner une hauteur de 8 pieds, par exemple. Donc, à ce moment-là, j'enlève la contrainte jusqu'à l'étage, puis je vais lui dire la hauteur de mon panneau de verre. Donc, c'est à moi de sélectionner. Évidemment, si votre mur va d'un plancher à l'autre, ben, on peut mettre la contrainte étage. Mais dans ce cas-ci, j'aimerais ça mettre un mur de 8 pieds et je venais positionner mon panneau de verre. Si vous remarquez, il va se positionner automatiquement au centre de mon mur de gyps. Donc, à moi de dire, OK, je veux pas nécessairement qu'il soit d'un côté à l'autre. Donc, je peux positionner l'endroit de mon panneau de verre et ça va venir ouvrir mon panneau de gyps, mon mur de gyps en fonction des dimensions que j'ai demandées. Donc, j'ai cliqué de façon aléatoire, je vais y aller de façon plus précise. Ça va être toujours le même principe. Je positionne mes éléments, puis après, je peux les sélectionner pour dire, OK, moi, je voulais qu'ils partent ici à 6 pouces, par exemple. Je voulais que ma longueur ici fasse 9 pieds. Oups, CTRL Z. Je vais changer sa longueur en premier. Donc, je vais mettre sa longueur à 9 pieds. Puis là, je peux aller changer son point de départ. Là, j'ai mis 6 pieds. Donc, n'oubliez pas, les signes, très important. Donc, signe de pouce. Qu'est-ce que j'ai mis? Hey, ça va super bien. Je vais changer mon point de départ. Donc, je veux qu'il soit contre le mur ici. Voilà. Donc, quand je clique sur mon mur rideau, je vais changer sa longueur prime abord, puis après, je vais aller le positionner. Donc, assurez-vous de bien choisir vos points d'ancrage pour votre cotation. Là, mon problème, c'est que mon point d'ancrage était sur le mur extérieur. Donc, c'est pour ça qu'il s'est décalé. OK? Donc, je peux aller changer ma dimension en tout temps. Mon mur rideau, si je le regardais en élévation, je vais aller chercher une petite vue, élévation, puis je venais positionner une petite bulle pour voir ça. Donc, j'ai positionné ma bulle. Si je clique dans la flèche ici, il va me montrer la vue en élévation automatiquement. Puis, je vais me faire une vue en cascade pour tout voir mes éléments. Donc, je vais aller fermer mes autres vues pour pas que ça vous mélange trop. Donc, je vais fermer ça. Je vais fermer celui-là aussi. Plan de l'existant. Donc, si vous fermez des vues à l'intérieur du même dessin, il n'y a aucun problème. Donc, ça va me permettre de faire une vue en mosaïque pour voir mon élévation puis ma vue en plan. Donc là, moi, comme j'avais 2 dessins d'ouvert, je l'ai fermé pour avoir seulement que le dessin que je voulais voir. Donc ici, on voit mon élévation qui correspond à ça. C'est un mur de verre pour l'instant, pleine hauteur, donc en fait 8 pieds de haut. Ce que j'aimerais faire, c'est de faire des subdivisions dedans pour, évidemment, je ne peux pas avoir un panneau de verre de 100 pieds de long par 8 pieds de haut, donc je viens faire des subdivisions dedans. Donc, je viens ici, carrelage du mur rideau, et je peux venir positionner sur mon mur, en fait, de verre, les différentes divisions. C'est exemple, j'ai besoin d'une porte de 3 pieds, je vais me faire une subdivision à 3 pieds, puis après, je peux faire le nombre de subdivisions que je veux. Donc, par exemple, je vais venir positionner des panneaux et on voit les lignes apparaître tout de suite dans mon élévation. C'est les subdivisions que j'ai tracées en plan. Ça se répète automatiquement dans mon élévation. C'est Oui. C'est les cadrages ou la largeur de la fenêtre? C'est en fait la largeur du panneau vitré. Si je rajoutais les meneaux, ben, ils viendraient se centrer là-dessus. OK, c'est ça, il n'y a pas les meneaux. C'est ça. Donc, si je fais un exemple, au CRD, vous avez des panneaux de verre, puis entre les panneaux de verre, il n'y a pas nécessairement des meneaux, il y a vraiment un joint de silicone. Bien, ça serait comme ça que je le laisserais, c'est des panneaux
et il n'y a pas de menu entre chaque. Par contre, je peux venir positionner des menus au besoin. Je reviens à mes petites lignes de subdivision. Donc, en plan, si je me rapproche, on les voit ici. Chaque panneau sont identifiés. Et même principe que tantôt, je peux les centrer à l'aide de mes cotes. Donc, dans le cas présent, je pense qu'ils sont bien centrés, mais faisons l'exemple. Donc, ici, je viens mettre ma cote, ma deuxième cote. Ça tombe bien, tout est bien centré. Mais si ça n'avait pas été le cas, OK, je fais l'exemple où j'enlève une subdivision, puis je viens comme ça, j'aimerais ça diviser cet espace-là en deux. Ben, je prends ma ligne de cote, point de départ, jusqu'à ma première division, deuxième division, et là, je lui dis égal, bien, il va le placer automatiquement au centre. Donc, l'outil des cotations, hyper rapide, je peux m'en servir pour les murs, les fenêtres, les portes, etc. Donc, je peux me servir de cet outil-là pour toutes les composantes pour les centrer. D'accord? Donc, j'ai placé mon quadrillage mur rideau, donc je positionne le nombre de subdivisions que j'ai besoin. Je vais placer maintenant des meneaux. Là, présentement, j'ai un mur de 6 pouces. Quand je clique sur meneau, le meneau de base qui est fait, c'est un meneau rectangulaire. Je peux toujours aller voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur comme épaisseur. Donc, j'ai un meneau ici, une épaisseur de 5 pouces. Ça veut dire que la profondeur, c'est 5 pouces. Puis, la largeur, 1 pouce et quart plus 1 pouce et quart. Donc, j'ai un meneau de 2 pouces et demi, si vous voulez, par 5 pouces de large. C'est pas ça que j'ai besoin. Je vais dupliquer. Meneau rectangulaire 2, c'est parfait. Je vais changer sa largeur. Moi, je veux l'avoir pleine largeur de mur. Donc, je vais le mettre à 6 pouces et 1,8 pour que ça corresponde exactement à l'épaisseur de mon mur ici. J'aimerais ça avoir un meneau de 2 pouces de large. Je vais enlever le quart de pouce ici. En fait, pourquoi il y a deux largeurs? C'est qu'à partir de votre ligne de quadrillage, il fait un décalage de chaque côté. Donc, c'est pour ça qu'il va faire un meneau de 2 pouces dans ce cas-ci. Donc, 1 pouce de chaque côté. Donc, je me suis fait un nouveau meneau, 6 et 1,8. Donc, je change la valeur que j'ai besoin par la largeur. Et je vais venir placer les différents carrelages. Donc, je peux sélectionner une ligne à la fois ou je pourrais dire j'en veux partout. Donc, je sélectionne ça ici. Je viens dans ma vue et je sélectionne mon panneau complet. Il va placer les meneaux partout. Si vous remarquez, il les a placés dans mon élévation. Il les a placés aussi en plan. Je les vois très bien apparaître. Okay? Donc, évidemment, mes carrelages, évidemment, ici, si c'est une porte, au bas, je n'aurai pas de meneau. Donc, je peux aller l'enlever, le supprimer. Je l'ai sélectionné pour l'enlever. Je peux même lui dire comment mes meneaux sont assemblés. Est-ce que j'ai un meneau à la base qui est complet? Donc, si je le sélectionne, je peux même lui dire ici, joins-le avec l'autre. Donc, ça me fait un meneau complet pour ma base. Je vais faire la même chose ici. Donc, à chaque interruption, je peux venir les connecter comme je veux. Moi, je vais avoir un meneau pleine largeur, donc il s'en va jusqu'au bout. Donc, c'est à moi de choisir comment je veux faire mon assemblage. Évidemment, au niveau de la porte, mon meneau va venir complètement dans le haut, complètement dans le bas, puisqu'il va être fixé là. Là, vous me dites, ouais, mais là, tu as un panneau de verre ici. Moi, je vais avoir une porte. Je vais aller vis-à-vis mon meneau et l'outil tabulation dans Revit va être très important. Donc, la tabulation, là, c'est vos deux flèches que vous avez au-dessus de majuscules. Si je fais première fois table, une fois, ça me montre le panneau de verre. Donc, il fait la sélection. Je fais une autre fois table. Ah, là, c'est le panneau de verre mur rideau. C'est celui-là que je veux avoir. Je le sélectionne, je clique. Et là, il me dit, c'est un panneau de verre standard. Moi, ce que je veux, c'est une porte. Donc, je clique là-dessus, puis je peux aller choisir porte de mur rideau à la place. Donc, il va me placer une porte de mur rideau pleine hauteur ici. Et on va me dire, ouais, oui, elle n'ouvre pas dans le bon sens, la poignée n'est pas du bon côté. Je reviens en plan, puis je peux aller changer le sens d'ouverture. Est-ce que vous pouvez expliquer la fonction de table? Oui. Donc, je reviens dans le temps. Donc, l'option tabulation me permet de sélectionner des éléments qui sont superposés les uns aux autres. On s'entend que quand je viens vis-à-vis mon menu ici,
à l'intersection des deux, j'ai un meneau, oui, mais j'ai aussi le panneau de verre qui commence là. Donc, un petit peu comme dans AutoCAD où on a un mode de sélection qui nous permet d'aller chercher les éléments en arrière-plan, ben, dans Revit, c'est avec l'onglet Tabulation. Donc, quand je clique sur Tabulation, j'ai laissé ma souris vis-à-vis mon meneau, je fais Tabulation une autre fois et ça me permet de naviguer d'un élément à l'autre. Donc, si j'ai plusieurs éléments à cet endroit-là, ben, quand je fais Tabulation, quand mon objet que je veux sélectionner est en bleu, là, je clique avec ma souris. Regardez dans le bas de l'écran, c'est marqué « Ça, c'est un panneau de mur rideau ». Donc, je peux regarder la description de l'objet avant de cliquer. Donc, je fais « Tab », c'est marqué « Mur rideau poignée de la forme ». Donc, ce n'est pas ça que je veux. Ça, c'est le meneau. Ça, c'est le panneau complet du mur rideau. Puis ça, c'est vraiment le panneau de verre à l'intérieur de cette ouverture-là. Donc, une fois que mon élément est bien sélectionné, je clique dessus avec ma souris et je peux aller choisir à ce moment-là qu'est-ce que je veux le remplacer par quoi? Je veux le remplacer par une porte. Et je peux changer son niveau. Advenant le cas où j'ai pas une porte de 8 pieds de haut, mais j'aimerais ça avoir une porte de 80 pouces. Bon, là, on s'entend que le panneau de verre était complet de bas en haut, donc ça me fait un panneau complet. Ce qu'on aurait pu faire, c'est le subdiviser, donc mettre une ligne de subdivision dans mon panneau, mais au lieu de le mettre vertical, le mettre à l'horizontale. Donc, allons voir ce qu'on pourrait faire avec ça si on voulait mettre une porte de 80 pouces. Donc, ici, je reviens dans carrelage mur rideau. Je vais enregistrer mon projet. Je vais le mettre dans le bon répertoire. Donc, je vais juste lui mettre, pas écraser mes anciens. Donc, j'aimerais ça mettre une subdivision horizontale dans mon mur rideau ici. Je reviens à mon carrelage. Et là, au lieu de cliquer dans mon plan pour faire des subdivisions verticales, je viens en élévation et je vais venir vis-à-vis, donc à l'endroit où je veux l'avoir. Donc, je peux venir positionner exactement à l'endroit où je veux avoir mon panneau ou mon carrelage horizontal. Donc, je clique. Ça vient subdiviser mon panneau à la hauteur que je veux. Là, vous me dites, hey, ça a rajouté un paquet de lignes. C'est normal, puisque en subdivisant ma porte, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait 2 portes une par-dessus l'autre. Donc ici, le paquet de lignes que je vois ici, c'est une autre porte. Donc, ce n'est pas ça que je veux. Je vais la sélectionner. Puis, je vais revenir lui dire que ça, panneau vitré. Donc, je peux subdiviser horizontalement mes panneaux. Si je voulais avoir des meneaux horizontaux, je peux venir en positionner un ici. Donc, ça vient mettre le meneau au-dessus de ma porte. Si j'en ai pas, je peux carrément enlever mes différents meneaux. Là, vous allez me dire, ouais, mais si je ne veux pas avoir un panneau subdivisé ici, je fais quoi? Bien, il y aura moyen de masquer cette ligne-là éventuellement. Donc, je peux aller modifier. Donc, je vais juste revenir à mon tableau modifié. Ça fait quand même pas mal de stock. Donc, ici, modifier les lignes. Je peux aller choisir une ligne invisible et la masquer. Donc, mon panneau, il semble, ben, il est subdivisé, mais j'ai masqué tout simplement l'arête pour ne pas la voir. Donc, ça serait un moyen de pouvoir mettre une porte, non pas une porte pleine hauteur, mais une porte à la hauteur que je veux. Oui. Moi, je suis pas sûr d'avoir tout compris Si vous pouvez le refaire au complet ou c'est trop long? Tu veux que je refasse le panneau de mur rideau? Moi, dans le fond, c'est plus à partir de quand vous avez rajouté la petite partie dans le haut, là. Tu sais que ça faisait plein de potes, là? Oui. OK. Je vais revenir à mon point de départ où là, on a fait nos carrelages tout partout. Je vais juste réajuster ça pour mettre mon meneau
pleine largeur. Donc, on peut sélectionner les meneaux, ça pour les joindre comme on veut. Ça, c'est relativement simple. Je clique dessus, puis je peux lui dire comment je veux faire mon assemblage. Au niveau de ma porte, autre truc qu'on pourrait faire, c'est de la subdiviser tout de suite aussi, si on veut. Donc, moi, ce que j'avais fait au départ, c'est de dire, ah, je vais aller vis-à-vis mon menu, table pour sélectionner mon panneau de verre, je le remplace par une porte de mur rideau, je change son sens d'ouverture et là, présentement, j'ai une porte de 8 pieds de haut. Si je ne veux pas une porte de 8 pieds de haut, il faut que je mette une subdivision horizontale dans mon panneau de verre. Donc, c'est comme si je subdivisais mon panneau de verre à la hauteur que j'ai besoin pour pouvoir définir ma porte. Donc, carrelage de mur rideau, il faut travailler obligatoirement dans l'élévation pour le faire. Pourquoi? Parce que c'est le seul endroit où je peux aller positionner une hauteur. En plan, je ne pourrais pas aller mettre une hauteur à mes portes. Donc, dans mon élévation, je viens mettre une subdivision à la hauteur que j'ai besoin. Donc, exemple, 6 pieds 8 ou 80 pouces. En subdivisant mon panneau de verre horizontalement, ça a subdivisé le panneau de verre, mais ça a subdivisé aussi la porte en deux. Donc, c'est pour ça qu'ici, là, j'ai ni plus ni moins que la représentation graphique d'une autre porte. Mais comme mon espace est très petit, bien, il y a tout regroupé ensemble. La base de ma porte, la poignée, puis le haut, c'est les paquets de lignes que je vois ici. Donc, c'est une porte, ça, ni plus ni moins. Donc, je la sélectionne et dans mon tableau, je remplace ma porte par un panneau vitré. Donc, ça va venir remplacer le haut ici par un panneau vitré. Si je veux mettre des meneaux, ben, je peux rajouter des meneaux à l'endroit où j'ai besoin. Donc, ça a rajouté un meneau au-dessus de ma porte, si c'est le cas. Si je ne veux pas avoir de subdivision dans mes panneaux latéraux, ben, je peux supprimer les meneaux et à l'aide de mon tableau trait, je peux aller choisir le type de ligne que je veux. Donc ici, une ligne invisible. Je sélectionne ça. Pour mettre cette ligne-là, je vais la sélectionner. Pour masquer ma ligne. Mais dans le fond, ça servirait à quoi de masquer les Ben, parce que si je traits? laisse ma ligne là, ça montre à l'entrepreneur, si on veut, que mon panneau n'est pas pleine hauteur. Il y aurait un joint de silicone s'il n'y a pas de meneau. Donc, l'idée, c'est d'enlever cette ligne-là pour montrer que mon panneau de verre, dans ce cas-là, est pleine hauteur. Ah, OK, parce que quand on met la ligne Carrelage. photo, là, Oui. là, la ligne de cadrage, ça le fait au complet, sur toute Absolument. la... Absolument, parce que c'est un panneau complet pour lui. Là. Le mur rideau, là, pour lui, là, mon panneau faisait 9 pieds au total, mais c'est ce Ouais. panneau-là qui subdivise. Et c'est pour ça que la ligne apparaît partout. OK. Fait que c'est important. Puis c'était quoi que vous avez choisi comme trait? En fait, dans trait, je vais aller chercher la ligne invisible. Donc, ça me permet de transformer pas mon carrelage, ma ligne de cadrage, en fait, et la convertir en ligne invisible. Donc, ça l'a masqué automatiquement. OK, merci. Est-ce que ça va pour ça? Vous allez essayer ça? Oui? Ouais. Oui. OK. De toute façon, vous allez pouvoir le revoir. Puis j'ai fait d'autres capsules aussi que je vais mettre en ligne là, sous peu. Donc, je reviens à mon plan d'aménagement. Là, je vous ai montré comment faire les murs rideaux. Moi, ce que je veux faire dans ce projet-là, je vais vous montrer comment aller générer des sols, puis comment créer des pièces, etc. là-dedans. Donc, ce que je vais faire, je vais aller chercher mon dessin où j'ai... je vais fermer ça. Je vais aller chercher mon projet qui est déjà amorcé, mon projet 2, moi. Donc, j'ai fait des exemples. Donc, regardez, dans mon plan d'aménagement, ce que je veux faire, c'est rajouter un sol. J'aimerais ça rajouter des sols différents dans mes pièces. J'aimerais ça lui faire calculer des superficies. Donc, ça va être le but de cette capsule-là, c'est de faire ces zones-là. Donc, première chose que j'ai fait, c'est que dans mon plan de l'existant,
je lui ai dit que dans l'espace existant, j'avais un sol, puis c'est une dalle de béton. OK, je vais aller chercher mon plan de sol. Donc, c'est une dalle de béton que je suis venu installer dans mon plan de l'existant. Donc, je vais la supprimer pour vous montrer comment on crée un sol. Donc, à partir du plan de l'existant, je veux mettre ma dalle de sol. Donc, dans Architecture, l'onglet Sol ici. Je peux choisir le type de sol que je veux. Donc, dans le cas présent, pour mon plan de l'existant, j'ai une dalle de béton. Donc, je vais mettre dalle de béton ici. Puis, quand on crée un sol, un plafond, c'est le même principe. On va entrer en mode de création. En fait, ici, vous avez un petit onglet qui s'ouvre automatiquement et vous avez comment créer le contour. Donc, prime abord, on va dessiner notre contour pour mettre notre dalle de béton. Vous avez plusieurs outils pour le faire. Donc, vous avez des lignes, des rectangles, etc. Donc, dans le cas présent, ma dalle de béton, c'est un grand rectangle. Donc, je vais prioriser le mode rectangle ici. Puis, je vais venir me positionner exactement à l'endroit où je veux l'avoir. Donc, je vais faire ma dalle de béton à l'intérieur de ma pièce ici. Et j'ai fait le contour. Si j'ai une forme un peu plus bizarroïde, ben, je peux y aller ligne par ligne et je pourrais même choisir des murs pour tracer mes contours. Mais l'idée là-dedans, c'est que si je fais des lignes séparées, il va falloir les raccorder entre elles. Il faut s'assurer que mes lignes se touchent parfaitement. Sinon, le contour ne sera pas fermé. Et un petit peu comme dans AutoCAD, si mon contour n'est pas fermé, mes hachures ne fonctionnent pas, ben, c'est le même principe ici. Dans le cas d'une forme qui est simple, je vais aller chercher mon onglet tout de suite pour dessiner mon truc. Une fois que j'ai choisi mon sol, mon contour est fait, je clique sur le petit crochet qui me permet de terminer la modification ou mon sol. Donc, dès que je clique là-dessus, il me dit qu'il y en avait déjà un, évidemment. Donc, OK. Là, il a pris en compte j'avais déjà un sol, moi, donc il l'a recréé par-dessus. Donc, c'est pour ça qu'il m'a donné un petit message d'erreur. Donc, je fais mon contour, je choisis mon style et je viens cliquer sur le petit crochet. Ma dalle de sol est faite. OK? Ce que je vous ai mentionné tantôt, la petite tabulation, là, si je viens vis-à-vis mon mur et je fais Tab, donc là, je peux sélectionner les murs au complet. Je peux sélectionner, et là, c'est bon marqué, là, je peux aller sélectionner mon sol. Donc, il va vraiment falloir s'habituer avec la tabulation pour aller sélectionner nos objets de façon rapide. Et c'est la meilleure méthode pour aller sélectionner nos objets avec la tabulation. Donc, si je regarde dans le bas, là, je suis vraiment sur ma dalle de sol. Si ce n'était pas une dalle de béton que je voudrais mettre, mais des lattes de bois, ben, je pourrais choisir lattes de bois et changer le style automatiquement. OK? Donc, dans mon plan de l'existant, moi, j'ai mis une dalle de sol. Ça, c'est pour ma phase existante. Dans mon plan d'aménagement, j'ai généré plusieurs types de sols. Donc, je peux aller choisir mes zones à hachurer, évidemment. J'aurais peut-être dû partir d'un dessin où il n'y avait rien dedans pour, pour vous aider. Donc, là, on voit que dans mon plan d'aménagement, si je n'ai pas de sol de générer, ben, il va me montrer la dalle de béton existante. OK? Donc, moi, ce que je voudrais faire, c'est venir me mettre de la céramique par-dessus. Donc, je vais retourner dans le sol. Je vais me faire ici, je vais lui mettre pour l'instant de la céramique 12 par 12 et je vais venir déterminer la forme pour faire mon contour. Donc, même principe que tantôt, je vais venir me positionner ici. Donc, ça, c'est mon contour complet. Évidemment, je ne veux pas avoir de la céramique partout. J'en veux juste, exemple, dans le corridor ici, puis la zone à l'intérieur ici, je ne veux pas de céramique. Alors, ce que je vais faire, je vais me faire un deuxième rectangle pour lui dire, en fait, j'en veux
seulement que dans le périmètre. Donc, en mettant un deuxième rectangle à l'intérieur, cette zone-là, il n'y aura rien dedans, mais il va y avoir ici de la céramique juste dans le pourtour. Donc, je vais choisir ma céramique, puis je vais lui demander. Donc, si vous voyez là, il me fait une céramique dans la zone en périphérie seulement. Oui, non, peut-être? Ouais. Ouais. Donc, en tout temps, je peux redéfinir mes zones au besoin. Donc, l'idée, ce serait de revenir dans mes tabulations et aller sélectionner. Donc, vous voyez, j'ai sélectionné ma céramique. Je peux aller modifier ma limite. J'ai fait une erreur. Je me dis, finalement, mes revêtements, ils vont changer de... Ma moulure de transition va se faire au centre de mon mur ici. Bien, je pourrais redéfinir ma zone exactement à l'endroit où je veux. Puis là, ma céramique va changer, si on veut, à l'intérieur des pièces. Donc, je peux aller modifier mon contour au besoin. Donc, je pourrais revenir ici, faire ma ligne vraiment au milieu. Évidemment, il ne faut pas que j'aille de chevauchement de ligne. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais raccorder ma ligne ici. Et je vais rajouter. Donc, j'ai corrigé mon contour, si on veut. Pour lui dire, finalement, moi, ma céramique, je veux qu'elle se termine ici. J'ai fini de corriger et on voit ma céramique où est-ce qu'elle se termine. D'accord? Donc, je peux définir exactement l'endroit où je vais avoir ma transition de plancher. Donc, je vais revenir un petit peu dans le temps, puisque moi, c'est un dessin qui est déjà amorcé. Donc, en recréant mes sols, ils se sont dupliqués. J'en avais deux, un par-dessus l'autre. Donc, je vais aller rechercher mon projet. Donc, il aurait fallu que je les efface prime abord. Donc, j'ai ma dalle, ma céramique exactement à l'endroit où je voulais. Je me suis fait une zone à l'intérieur ici que j'ai mis en sol latte de bois. Si vous remarquez, ma zone est vraiment, je l'ai définie vraiment avec mon contour que je voulais. J'ai fait ma transition au centre. Donc, j'ai redessiné, si on veut, le contour pour définir mes différentes zones. Donc, les sols, je peux en créer 72 puis faire le contour que je veux, mettre les finis que je veux. Donc, si vous remarquez ici, j'ai des lattes de bois. La partie centrale ici, je vois ma dalle de béton existante. Puis, si vous remarquez, ma céramique et mon bois viennent cacher ma dalle existante. Pourquoi? Parce que c'est des nouveaux finis qui sont par-dessus. Donc, je vais pouvoir changer, en fait, ma visualisation. En fait, à ma phase existante, ma dalle de béton était complète. Dans mon plan d'aménagement, je suis venu dessiner des finis par-dessus et j'ai masqué, en fait, en mettant un nouveau fini par-dessus, la dalle de béton. Donc, la portion qui est ici, il n'y a aucun fini, c'est ma dalle existante qui est définie ici. Plusieurs m'ont demandé, en fait, dans l'autre groupe, oui, c'est le fun, mais comment je fais pour positionner mon point de départ pour ma céramique, changer l'angle de mes motifs et même à la limite, changer de format mes céramiques, etc. Donc, je vais sélectionner ma céramique qui est ici. J'aimerais ça avoir un format bizarroïde, là, de la 13 par 23, si on veut. C'est un format que j'ai fait une recherche, puis bon, je vais avoir un format au besoin. Bien, ce que je vais faire, même principe que pour toutes les composantes, je vais les dupliquer. Donc, je vais utiliser sol céramique, puis je vais venir la dupliquer, puis je vais mettre le nom que je veux. Donc, exemple, je veux avoir de la 13 par 23. Évidemment, ce motif-là n'existe pas. Donc, c'est à moi de venir le créer. Donc, je vais aller ici, cliquer « Modifier ».
Je vais cliquer ici dans l'onglet matériaux et je vais pouvoir aller choisir le matériau que je veux. Moi, par principe, je vais utiliser un motif qui ressemble le plus possible à ce que je veux faire. Donc, 12 par 24, c'est pas mal semblable. Ce que je vais faire, je vais le dupliquer, puis je vais en faire un nouveau que je vais appeler 13 par 23. Donc, j'ai dupliqué ma céramique, sympathique. Je vais aller changer son motif aux dimensions que j'ai besoin. Donc, j'ai du 12 par 24. Je vais sûrement le dupliquer lui aussi. Je vais me l'appeler 13 par 23. Donc, l'idée là, c'est toujours dupliquer les différents éléments, puis je vais pouvoir aller changer les dimensions de mon motif. Donc, contrairement à... Donc, je peux aller changer mes formats, les dupliquer et les appliquer. OK. Il y avait beaucoup d'étapes. Il y avait beaucoup d'étapes, effectivement. En fait, il y en a une supplémentaire dans le sens où là, j'ai dupliqué le matériau et j'ai dupliqué le motif aussi. OK? Donc, dans le cas présent, je vais aller faire ma première... En fait, je duplique la famille. Je le modifie la chose pour aller dupliquer le matériau, puis j'ai dupliqué le motif. Donc, il y avait 3 dupliqués dans ce cas-ci. Donc, une fois que mon motif est créé, puis là, vous dites, ah, j'aimerais ça le positionner, bien, je viens vis-à-vis mon motif ici. Je vais faire tabulation pour sélectionner ma ligne. Je vais pouvoir lui dire, avec mes... Oups, je vais aller sélectionner ma ligne si on veut bien. Donc, je sélectionne ma ligne ici. Je peux y aller avec ma souris. Donc, je peux, avec les flèches de mon clavier, monter, descendre. Mais si je veux être encore plus précis que ça, je pourrais même lui dire d'aligner avec ma ligne de mur ici, mon motif. Donc, je peux utiliser l'onglet Aligner, si je répète ça. Avec mon onglet Tabulation, je suis venu sélectionner ma ligne. Je sélectionne ma ligne, c'est ça que je veux déplacer. Je lui dis Aligner. Je viens vis-à-vis mon mur. Par défaut, il va prendre l'axe du mur. Encore une fois, beaucoup de manipulation, mais si je fais tabulation, je peux aller sélectionner ma ligne intérieure et je viens sélectionner ma ligne. Donc, je peux aligner parfaitement. Je veux que cette ligne-là soit là. Je vais faire encore une fois tabulation. Je sélectionne ma ligne. On revient. Je sélectionne ma ligne. Aligner avec la ligne intérieure de mon mur. Et là, je suis sûr que j'ai une tuile pleine au départ. Donc, je peux positionner exactement l'orientation, en fait, la première tuile. Si jamais vous dites, ah ouais, là, c'est le fun, bon, finalement, c'était de la 13 par 23, mais placé à la verticale. Donc, ça va être le même principe. Je vais venir vis-à-vis ma ligne ici. Donc, je fais modifier. Je viens vis-à-vis ma ligne. Je vais faire une rotation de mon motif. Si ma souris veut suivre. Donc, je lui donne l'angle actuel. Je pourrais même le mettre à 45 degrés si je voulais. Puis là, je peux venir le positionner à la verticale. Donc, je peux faire une rotation de mes motifs aussi. Donc, c'est exactement ça que j'ai fait pour mes lattes de bois. J'ai fait une rotation. Allô? Désolé pour la pause, hein, j'avais un petit compresseur qui est parti. Donc, je peux faire des rotations de mes motifs en tout temps.
de la façon suivante. Donc, je peux faire des rotations de mes différents motifs. Donc, si je prends un motif en particulier, je viens vis-à-vis ma ligne, je viens faire rotation. Donc, échapper. L'angle actuel, donc je sélectionne la ligne à l'angle actuel, puis je peux la ramener à la verticale si je veux. Donc, je peux faire des rotations en tout temps mes différents motifs en les sélectionnant. Est-ce que ça va pour ça? Ouais. Ouais. OK. Au niveau des étiquettes, puis les pièces aussi. Donc là, comme toutes mes pièces sont déjà préétablies dans ce dessin-là, je vais refaire l'exemple. Tiens, je vais même en faire un à côté. Donc, je vais juste me faire quelques murs pour vous montrer le principe des pièces. OK. Donc, dans l'architecture, vous avez évidemment toutes les composantes qu'on peut insérer, puis vous avez l'onglet Pièces qui nous permet d'aller calculer des superficies, puis de numéroter nos différents espaces. Donc, si je clique sur l'onglet Pièces, puis je viens dans mon dessin, on voit que si je passe d'un espace à l'autre, ben, il va faire des diagonales, puis il va dire, OK, il va aller en fait, sélectionner les murs en périphérie, puis il va calculer la superficie dans cet espace-là. Donc, si je clique ici, je positionne ma pièce, il va me donner un numéro par défaut. Pourquoi? Parce que j'ai des pièces qui sont déjà établies dans mon autre dessin, mais je peux en tout temps aller changer. Donc, exemple, ça, c'est ma pièce 111. L'idée, c'est de numéroter votre première pièce de sorte que si je viens placer une pièce ici, automatiquement, il va inscrire 112, 113, 114. Donc, c'est à nous de positionner la première pièce. Puis après ça, il va prendre le numéro de base et il va augmenter. Donc, il va incrémenter en fait le numéro à chaque fois que je vais sélectionner mes pièces. Chacune de ces étiquettes-là, quand je fais échapper, donc ça m'amène tout de suite à modifier. Donc, si je viens vis-à-vis mon onglet, je peux aller le renommer. Donc, je peux renommer ma pièce. Puis, si j'aimerais ça savoir, en fait, la superficie, un petit peu comme dans AutoCAD, les étiquettes, je peux aller allumer, éteindre des éléments. Bien, ici, dans Revit, ça va être plutôt des types d'étiquettes qu'on va aller sélectionner. Donc, si je sélectionne mon étiquette ici, dans mes propriétés, je viens choisir, OK, moi, je veux juste le numéro de pièce, j'aimerais savoir la superficie, je peux même avoir le volume de l'espace. Donc, ici, il va calculer automatiquement la superficie en pieds carrés. Donc, automatiquement, ça me permet d'aller calculer mes superficies et d'afficher selon le type de plan que je suis en train de faire, quel type d'étiquette je veux identifier. Vous avez des parties qui sont à air ouverte, j'aimerais ça subdiviser cet espace-là. Bien, on peut séparer un espace virtuellement. Ce n'est pas un mur que je vais tracer, c'est plutôt une ligne. Dire, OK, moi, je vais subdiviser mon espace ici. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, il a changé automatiquement la superficie, il l'aura calculé. Donc, si je viens placer une pièce, maintenant, j'ai une pièce ici. Ce sera ma pièce 113. Et je peux, en tout temps, soit tout sélectionner mon dessin, dire, OK, moi, les étiquettes, là, je veux toutes les changer en même temps. J'aimerais savoir la superficie. Donc, je sélectionne mon filtre étiquette de pièce, puis je viens sélectionner avec la superficie. Donc, ça me permet rapidement de calculer mes superficies sans avoir à faire de polyligne alentour. Condition très importante, c'est quand vous dessinez vos murs, les types de murs, il faut qu'il y ait l'onglet limite de pièces. J'ouvre cette petite parenthèse-là parce que j'ai vu souvent les étudiants utiliser pas les bons types de murs pour tracer.
les gens vont de façon rapide quand ils tracent. Donc, quand vous sélectionnez vos murs, donc tous les murs avec des compositions, les pièces sont délimitées sans problème. Un soufflage, ce n'est pas un type de mur, c'est juste un soufflage de mur. Donc, ça, on ne peut pas utiliser ça pour faire des contours. Puis, mur de fondation à proscrire aussi. Ce mur-là, c'est un mur de béton qui va dans le sol et les superficies ne sont pas calculées non plus. Bon nombre d'étudiants ont fait cette erreur-là, ont fait un mur existant. Ah, il dit, il y en a un à 12 pouces, je vais prendre celui-là. Le mur de fondation, nécessairement, il va avoir un soufflage à l'intérieur ou il va avoir une autre composition de mur pour l'isoler. Donc, les murs de fondation ne peuvent pas être utilisés pour calculer les superficies. Donc, à proscrire, à moins que vous ayez vraiment un plan de sous-sol à faire. Donc, on va utiliser ce type-là. Sinon, on n'utilise pas ça pour faire le contour. Okay? Donc, si jamais une pièce n'est pas définie, ben, c'est parce qu'elle n'est pas fermée ou vous avez utilisé un type de mur qui ne calcule pas les limites. Donc, juste faire attention à ça. Au niveau des portes, quand je positionne une porte dans cet élément-là, ben, on va avoir des étiquettes pour les portes aussi, mais ça, on pourra aller plus loin là-dedans. Donc, si je fais annoter, puis je viens faire étiqueter une catégorie, ben, je peux aller étiqueter mes pièces, en fait mes portes plutôt. Puis l'onglet aussi, je vais pouvoir aller modifier mon type d'étiquette. À l'occurrence, si vous remarquez, par défaut, il va mettre une ligne repère puisque ma bulle pourrait être placée à l'extérieur. Si j'en veux pas, je peux enlever la ligne repère, je l'applique, je peux positionner ma bulle exactement à l'endroit où je veux l'avoir et je vais pouvoir numéroter mes portes aussi comme je veux. Donc, le numéro de la porte sera identifié quand je ferai un tableau de porte. La porte sera identifiée par le numéro que j'ai mentionné. Donc, je peux étiqueter bon nombre d'éléments dans Revit et ça va être avantageux puisque je vais pouvoir faire des tableaux pour ça éventuellement. Ça, je vais faire ça au prochain cours. On va pouvoir faire des listes de pièces, des listes de quantités. On va pouvoir faire des tableaux de portes, fenêtres, etc. Donc, on peut étiqueter bon nombre d'éléments dans mon dessin. Donc, ici, type d'étiquette. Si je viens vis-à-vis un mur, il va me mettre une étiquette pour mon type de mur. Dans le cas présent, elle n'a pas de nom. Je pourrais établir, par exemple, mon type de mur. Excusez. Je vais revenir. Je vais double-cliquer dessus. Donc, je prends l'onglet. Je viens vis-à-vis le petit point d'interrogation. Ça, c'est ma composition C3, par exemple. Ça veut dire que tous les murs qui sont identiques, maintenant, ils s'appellent C3. Ça veut dire que si je mets mon annotation, excusez, annotation catégorie, je viens vis-à-vis mon mur, comme c'est la même composition, bien, il va me marquer que c'est du C3 ça aussi, puisque je l'ai renommé. Donc, ça c'est... Excuse-moi. Est-ce que vous pouvez recommencer pour les murs, s'il vous plaît? Oui, pour les murs, oui. Je reviens dans le temps. Donc, quand je clique sur annoter, puis je prends étiquette par catégorie, l'étiquette va changer en fonction de l'élément que je sélectionne. Donc, automatiquement, quand je vais venir vers un mur, bien, il va m'identifier ici. C'est ma coupe de mur de base C1, 6 pouces et 1 8. C'est à moi de spécifier comment je veux l'appeler dans ma légende. Donc, ce mur-là, si je veux l'appeler, exemple, C3, je vais aller vis-à-vis mon petit onglet, je vais cliquer sur le point d'interrogation, je vais écrire C3. Quand je fais OK, il va me dire, ah, le paramètre de ce mur-là va être modifié, puis toutes les composantes identiques vont s'appeler C3 maintenant. Oui, je vais faire ça. Donc, si j'aurais fait annoter, je prends mon étiquette, puis là, je viens vis-à-vis un mur C3, ben, il va venir automatiquement changer mon étiquette. Si ce mur-là, ce n'était pas un C3 que je voulais, mais plutôt un autre type, ben, il va changer l'étiquette automatiquement parce que j'ai pris la C2.
D'accord? Ben, dans le fond, il se nomme tout seul, c'est ça? En fait, il ne se nomme pas nécessairement tout seul. C'est en fonction des différents types de murs qui sont identifiés. C'est possible qu'il y en ait plusieurs qui s'appellent C1 dans nos compositions. Donc, à ce moment-là, il va vous mettre un petit point d'interrogation, puis il va vous dire, OK, nomme-le. Donc, s'il y a un petit point d'interrogation qui apparaît, c'est à nous de le nommer à ce moment-là. OK, non, c'est juste que je prends les notes en même temps. Ouais. Vous aviez écrit C3, c'est Oui, ça? absolument. J'ai identifié que cette composition-là, je voulais l'appeler C3, Mais effectivement. là, après, vous êtes allé sur l'autre mur, puis c'est devenu C2. Est-ce que c'est parce que c'est fait automatiquement ou parce Oui, que... parce que dans les murs de base, la C2, était déjà renommée dans mon gabarit. OK. Il y en avait juste une qui s'appelait C2, tandis que celle-là, la C1, il y avait plusieurs compositions possibles, donc c'est pour ça qu'ils mettaient un point d'interrogation. Ah, OK. Donc, c'est à moi de le renommer. Je pense avoir compris. C'est bon? Excellent. Donc, si jamais il y a un point d'interrogation qui apparaît, c'est parce qu'il y a plusieurs types possibles dans les propriétés, c'est à nous de la renommer. Donc, ça veut dire que quand je vais choisir celle-là maintenant, puis j'utilise la C1, c'est pas C1.8 pour dessiner, automatiquement, elle va s'appeler C3 puisque je l'ai identifié moi-même. OK. Ça marche? Donc, ça, c'est pour les étiquettes. On a mis nos. Bon, si on regardait, est-ce que ça vous tente de regarder les plafonds réfléchis? Puis je vais arrêter là pour aujourd'hui parce qu'il y a déjà pas mal de stock. Ouais. Oui, hein? Donc, plafond réfléchi, donc, c'est une phase. Donc, n'essayez pas de dessiner des tuiles acoustiques ou des plafonds en gyps dans votre plan d'aménagement. On a vraiment une section dans Nouvelle Construction qui s'appelle Plan de plafond réfléchi. Donc, je viens, dans mon arborescence, sélectionner l'endroit où je veux dessiner mon plafond. Donc, je vais agrandir un petit peu puisque j'ai dessiné un nouveau petit plan à côté ici. Qu'est-ce que ça fait, ni plus ni moins? On sait que quand on fait un plafond réfléchi, là, c'est en fait, je regarde vers le haut, mais en fait, dans Revit, c'est exactement ça. C'est que si je regarde plafond réfléchi, puis je regarde dans mes propriétés, on va avoir une plage de vue. Une plage de vue, et ça nous indique qu'en fait, on est à une certaine hauteur, puis on regarde vers le haut. Tandis que dans un plan d'aménagement, la plage de vue, si je fais annuler, je reviens dans le plan d'aménagement, puis je fais la plage de vue, même chose. Je suis à 4 pieds du sol, puis je vais regarder vers le bas, tout simplement. Donc, c'est juste qu'on regarde différemment nos objets. Donc, quand je clique dans plan réfléchi, je ne vois plus mes portes parce que je suis en fait au-dessus de ma porte, puis je regarde vers le plafond. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas besoin de masquer les portes dans un plan de Revit. Dans un plan réfléchi, c'est juste la plage de vue que je vais ajuster en fonction de ce que je veux illustrer. D'accord? Donc, par défaut, dans le gabarit, la plage de vue est placée à 7 pieds, puis on regarde vers le haut. Donc, on est positionné, si vous voulez, au-dessus des portes. Ça marche? Oui. Ouais. Oui? OK. Donc, je retourne dans l'architecture. Vous avez un onglet plafond. Donc, c'est le même principe que pour un sol. On s'entend, si je fais plafond, automatiquement, je vais pouvoir aller sélectionner un plafond en gyps, nouveau plafond. Je vais avoir tuile acoustique 24 par 48 et 24 par 24, par exemple. OK? Donc, on a 3 types de plafonds possibles. Donc, je vais utiliser l'exemple du 24 par 48, puis je vais venir positionner mon plafond à l'intérieur. Si vous vous souvenez, mon étage était à 10 pieds. Mes murs, donc, font 10 pieds de haut. Donc, si je fais, vous avez 2 onglets, plafond automatique puis plafond esquisse. Là, si on remarque, j'ai un décalage par rapport au sol. Mon plafond, il est à 10 pieds. Donc, plafond automatique, si mes murs mesurent 10 pieds puis j'essaie de faire un plafond à 10 pieds, il ne sera pas capable de le faire de façon automatique. Donc, ça veut dire que… Excusez-moi. Oui. Juste parce que vous avez parlé plus tôt du décalage, là. Oui. C'est quoi le décalage? Décalage par rapport à un niveau, c'est en fait, si je pars du niveau de rez-de-chaussée qui est à 0, ou à 0, exemple, puis je fais un décalage de 10 pieds, bien, mon plafond va être 10 pieds plus haut. Donc, le décalage, c'est la distance par rapport au niveau qui est identifié ici, mon rez-de-chaussée. Donc, 10 pieds plus haut. OK. Ça marche? Donc, je vous fais un exemple.
Si je voulais vraiment placer mes plafonds à 10 pieds, puis je veux les placer de façon automatique, bien, ce que je vais faire, c'est que je vais aller changer la hauteur de mes murs pour les monter un petit peu plus haut. Pourquoi? Parce que lui, il veut s'accrocher au haut de mon mur. Puis comme on est à la limite, bien, mon plafond a une certaine épaisseur, puis il dit, bien, je n'ai pas de place pour le mettre. Et c'est pour ça que le plafond automatique ne fonctionne pas. Je vous fais un exemple. Je vais mettre mon plafond à 8 pieds. Et là, si je m'en viens vis-à-vis mon mur, mon plafond automatique, quelle hauteur ils sont mes murs ici? 8 pieds. Donc, c'est pour ça que ça ne marche pas. Donc, je vais juste les monter un petit peu. Donc, je vais toutes les accrocher à mon étage, comme ça. Donc, normalement, je devrais avoir des murs de 10 pieds. Oui. OK. Je recommence. Donc, plafond automatique. Je le mets à 8 pieds. Et là, si vous remarquez, il me permet de sélectionner les espaces. Et si je clique, il va venir positionner automatiquement mes tuiles acoustiques à l'intérieur de ma zone. OK? Ouais. Donc, si je regardais ça en 3D pour vous montrer, on voit qu'ils viennent de placer, donc mes murs sont à 10 pieds, puis il est venu placer la surface de mon plafond à 8 pieds. Donc, c'est ce que ça a fait automatique. OK? Donc, je reviens à plafond. J'aimerais ça en mettre un ici. Tiens, je vais en mettre un en gyps. C'est un nouveau plafond. Je vais le mettre à 9 pieds. Donc, il m'indique automatiquement symbole graphique, mes tuiles acoustiques, mes plafonds, tout ça. Même principe que pour un plancher, je peux déplacer, recentrer mes tuiles si jamais je veux. Ah, moi, c'est pas comme ça. Il les place centrées de façon systématique, mais si jamais je veux les déplacer, bien, je peux tout simplement sélectionner ma ligne et venir positionner pour placer ma tuile plane. Donc, je peux venir les positionner, même principe que pour un plancher, je peux recentrer mes plafonds à ma guise. Autre truc sympathique, je peux utiliser les cotes aussi, comme on a fait pour nos murs. Ah, moi, j'aimerais ça vraiment le centrer. Ce n'est pas le cas. Donc, on peut aller utiliser nos lignes de cotes et venir mettre égal, égal. Donc, je peux en tout temps, si ce n'est pas le résultat escompté, venir modifier. Dire, OK, moi, ma ligne ici n'est pas égale. Tiens, je peux venir centrer ça avec mes lignes de cote pour positionner exactement mes tuiles à l'endroit où je veux les avoir. Je termine avec les étiquettes. J'aimerais ça étiqueter mon plafond. Donc, automatiquement, il va venir donner des bulles de hauteur à l'intérieur. Excusez, est-ce que vous pouvez juste refaire avec les cotes, Oui. le placer centre à centre les tuiles? Oui. S'il vous Donc, plaît. je suis revenu dans le temps ici. Je prends mon onglet cotation alignée. Je viens sélectionner ma ligne intérieure de mur. Je prends n'importe quelle ligne horizontale. Puis, je viens prendre l'autre extrémité, donc la dimension intérieure de mes murs. Je positionne ma cote et je viens cliquer tout simplement sur. J'enlève la petite barre oblique d'égal pour lui dire je veux vraiment que ça soit égal maintenant. Même principe latéralement. Je prends une ligne verticale, l'intérieur du mur, je positionne ma cote et je clique sur l'onglet égal pour que ça soit parfaitement centré. OK. Dans à noter, je peux y mettre une étiquette. L'étiquette, quand je viens vis-à-vis mon plafond, il va venir positionner mes bulles. Évidemment, même principe que tantôt. Pour les bulles de porte, on s'était dit, je peux enlever les lignes repères, puis venir positionner ma bulle exactement à l'endroit où je veux l'avoir. Moi, je suis à l'échelle 1,8, évidemment, mes bulles ont l'air immenses, mais si je changeais mon échelle, un quart, voilà. Question, insulte ou autre? Ben en fait, là, je viens de voir, là, dans le plan de plafond, tu as le sous-sol, rez-de-chaussée, puis étage. Oui. Fait que dans le fond, si tu as des différentes hauteurs de plafond au sous-sol, au rez-de-chaussée, puis à l'étage, tu le changes. En fait,
La séquence de plans, c'est que là, nous, on travaillait au rez-de-chaussée. On a tracé notre plan au rez-de-chaussée. Donc, la séquence de plans, c'est vraiment au rez-de-chaussée pour la démolition, au rez-de-chaussée pour la construction. Donc, on n'a seulement qu'un plan. On n'a pas fait de plan de sous-sol. Donc, si je voulais avoir un plan au sous-sol, ben oui, je pourrais prendre mon plan puis venir le recopier au niveau que j'ai besoin. Mais l'idée, c'est que quand on trace notre relevé, ben, on va venir placer nos lignes de contour au niveau où je veux les avoir. Puis si je n'ai pas de sous-sol, ben, je peux les supprimer parce que je ne les utilise pas. C'est juste des niveaux différents. Donc, si j'ai plusieurs hauteurs, ben, il va falloir nécessairement recréer une maquette au niveau sous-sol, au niveau de l'étage pour pouvoir avoir mes contours de mur. OK. Fait que si dans le fond, tu as comme 3 étages dans ton établissement, il faut que tu fasses 3 plans de l'existant pour. Ben, en fait, c'est que la maquette, on s'entend que le périmètre va être le même. On va tout simplement le recopier d'un étage à l'autre pour pouvoir avoir nos murs de périphérie. Sinon, je n'ai pas de contour. Donc, il faut que chacune de ces niveaux-là, c'est un plan différent. Donc, soit si je viens dans le plan de l'existant sous-sol, comme je n'ai rien dessiné, je n'ai pas de contour, je n'ai rien. Donc, j'ai dessiné au rez-de-chaussée. OK. Exact. Ça va? Oui, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que le cours là, que vous venez de donner, il est enregistré puis il va être sur les apps? Oui, je suis en train de. Oui, je vais le convertir, puis dès qu'il est converti, je vais pouvoir le mettre disponible. OK, parfait. Si vous regardez dans les A, je vous ai déposé en fait projet 1 DAO 3D, les données du projet. Le projet, en fait, c'est ni plus ni moins que le PDF. Donc, si je reviens dans mon disque dur, je vais aller chercher. Donc, dans mon plan d'aménagement, je vous ai indiqué certaines cotes. Vous avez un mur rideau, puis je vous ai mis même des élévations. Donc, l'idée, c'est j'ai vraiment centré les trucs. La semaine prochaine, on va insérer les différentes composantes pour faire notre aménagement, mais l'idée, à cette étape-ci, c'est de faire ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire mettre un mur rideau. On a 3 murs rideaux à faire. Vous avez des sols à mettre au plancher. Puis, donc, vous pouvez déjà mettre vos portes, les étiquettes, mettre les numéros de pièces dans votre plan. Donc, puis faire votre plan de plafond réfléchi. Donc, ça, vous êtes déjà en mesure de faire ça avec la capsule que je viens de faire. Donc, si on fait, ça va être ça que vous allez avoir à produire finalement. Donc, la page 1, vous avez les élévations. Donc, si jamais vous cherchez des hauteurs ou des cotes, vous pouvez aller voir pour ajuster votre maquette en conséquence. Donc, toutes les informations sont là. J'ai fait les vues en 3D. Puis ça sera des éléments qu'on va rajouter par après. Donc, étape 1, en fonction des données qu'on a ici, vous devez ajuster votre projet 1, donc avec les données qui sont indiquées là. Parfait. Ça marche? Oui. Oui. Si on fait un tour de table, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Sinon, je vous laisse pratiquer ça. Il risque d'en avoir quand on va pratiquer. Oui, pas de problème. Donc, comme on s'était mentionné la semaine dernière, si vous voulez bien, on peut tabler sur l'heure qui précède, là, de 8 à 9, là, je peux faire une séance de questions puis répondre de façon générale à tout le monde pour que vous allez pratiquer cette semaine. S'il y a des trucs vraiment très spécifiques, oui, je peux y répondre, mais s'il y a des questions qui se répètent souvent, j'aimerais ça pouvoir faire bénéficier toute la communauté de ça. Donc, on s'était dit, de 8 à 9, là, le lundi, on peut passer à travers les différentes questions. Si vous êtes vraiment bloqué, ben, je vais répondre à vos questions en cours de route, là. Mais s'il y a des questions plus générales, j'aimerais ça qu'on puisse les répondre de façon plus efficace en groupe. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Oui, les gens qui... est-ce qu'il y en a dans ce groupe-ci qui ont l'interface Mac, là? Ouais, moi. OK. Merci.
Est-ce que, bon, oui, il avait été proposé d'installer Windows sur vos postes. Là, j'ai demandé au Cégep, à la DATI, s'ils étaient pour nous fournir des licences Windows. Je n'ai pas eu de réponse là-dessus. Je vous avais proposé aux gens qui travaillaient sur Mac de faire une recherche où l'autre idée là-dedans, c'est que si en cours de route, vous ne pouvez pas installer de Windows, puis vous n'êtes pas à l'aise à faire une recherche sur Revit, vous pouvez, ce qu'on peut faire, c'est de vous mettre un incomplet temporaire qui va vous permettre de faire votre maquette et vous avez jusqu'à à la session prochaine pour faire votre maquette. Donc, ça nous laisse un petit peu de temps pour pouvoir vous permettre d'installer soit une version Windows, que quelqu'un vous prête un ordi pour que vous puissiez faire votre maquette. Donc, l'idée, c'est pas pénaliser personne. C'est ce que j'ai suggéré là, aux gens qui ne pouvaient pas l'installer pour l'instant. Si vous pouvez installer Bootcamp et installer une version Windows, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, ben, on pourrait donc vous donner un délai supplémentaire pour que vous puissiez installer. Même si le cégep réouvre, ben, qu'on a accès aux ordis, même durant l'été, il va y avoir des locaux d'ouvert, on pourra vous permettre d'aller le faire là aussi. Donc, l'idée, c'est de vous donner du temps pour que vous puissiez faire votre maquette. OK, parfait. Ça marche? Ouais, mais je vais quand même essayer de télécharger Ah oui, Revit. absolument, absolument. Mais c'est ça, si ça ne marche pas, c'est sûr que c'est bien de savoir qu'il y a une des autre alternative. solutions. Oui, là, c'est ouais. ça, c'est ça. Parce que je ne veux pas qu'il y ait personne qui se sente lésé là-dedans puis qui soit pénalisé à cause de ça. Donc, c'est pour ça que j'essaie de trouver toutes des alternatives. Voilà. Parfait, merci. Ça marche? Ben, j'ai juste une question générale. Si, exemple, là, on finit la session comme la deuxième semaine de mai, Oui. mais si Cégep rouvre la troisième semaine de mai, techniquement, la session est finie, on ne retourne pas à l'école. Là. Ah non, on ne retourne pas. Là. Le calendrier présentement, là, oui, il est cédulé sur 12 semaines. Puis oui, présentement, nous, on termine effectivement. L'idée derrière le fait que je m'excuse en fait de vous avoir induit en erreur là, pour la journée de Pâques, là, finalement. Je pensais qu'on pouvait faire des cours, mais ils avaient bloqué complètement l'interface, donc je ne pouvais même pas ouvrir de séance Zoom à l'intérieur du cégep. Donc, on m'a tapé un petit peu ses doigts, me dire non, non, tu n'as pas le droit, là, c'est une journée fériée. Bon, ceci étant dit, c'est pas dramatique, mais l'idée, c'est que le calendrier est fait sur 12 semaines. Donc, nous, on termine, c'était quoi le mois de mai, c'est quoi nous, notre date? On était supposé de finir dans la semaine du 8, donc nous, on finit dans la semaine du 15 finalement. J'avais dit le 4, me semble. Oui, le 4, mais comme on a, le lundi de Pâques a été décalé, donc nous, au lieu de finir le 4, on va finir le 11. OK. Ça marche? Ça n'empêche pas que si vous avez fini votre maquette avant, ben, vous la remettez et c'est tout. Même principe pour vos projets SketchUp. Là, présentement, ça a été mis sur la glace. Si vous êtes en mesure de le terminer, il y en a plusieurs qui me l'ont remis. J'ai ouvert une remise sur Léa. Si je ne reçois pas tous les documents, ben, il n'y aura pas d'évaluation à ce niveau-là, mais j'aimerais bien voir vos travaux quand même, puisqu'on a quand même travaillé là-dessus. Donc, si jamais on a accès à SketchUp, puis tout le monde peut le terminer, bien, oui, il y aura une évaluation. Donc, pour l'instant, il n'y en a pas, là, mais il y en a plusieurs qui me l'ont remis parce qu'ils voulaient voir, en fait, ils voulaient me montrer ce qu'ils avaient fait. Puis oui, je peux mettre des commentaires sur vos projets si vous me les remettez. Hein. OK. Ça marche? Ouais. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'en ai une. Oui, vas-y. Qu'est-ce qui se passe par rapport à l'examen de SketchUp? L'examen de SketchUp, je rentre les notes. Donc, la PIA a statué jeudi passé parce que pourquoi je ne mettais pas de notes? C'est parce qu'ils nous avaient dit que possiblement qu'il n'y ait pas de notes dans vos bulletins cette année, qu'il y ait juste passage ou échec.
Donc, on nous disait de ne pas... En tout cas, moi, j'ai suivi à la lettre ce qu'il nous avait dit. Ne mettez pas de notes, puisque là, il va y avoir comme... Donc, c'était pour ça. Mais là, oui, je vais rentrer vos notes là. OK. Ça marche? Oui. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous libère. Donc, je vais enregistrer la chose, je vais la convertir, puis d'ici 15-20 minutes, ça va être en ligne. Parfait. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Merci, bonne journée. Bonne journée.